Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 4 de notre challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning. Dans la vidéo précédente, on a commencé à introduire ce qu'on entend par réseau de neurones. Et on a vu que dans un réseau de neurones, on a une succession de couches qui est tout simplement une autre représentation de données de départ. Je m'explique. Sur l'image que j'ai partagée ici, on a premièrement la couche d'input qui contient en général nos données de départ. Par exemple, vous souhaitez mettre en place un modèle qui permet de prédire si une image, c'est l'image d'un chien ou d'un chat ou autre. En input, vous aurez les caractéristiques des images en fait. Donc c'est ça en fait la première couche qui contient les caractéristiques qu'on souhaite utiliser pour réaliser la prédiction. En dehors de cette couche d'input, on a plusieurs autres couches qu'on qualifie de couches cachées. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des transformations des données de départ. Et enfin, on a la couche output qui permet de réaliser la prédiction. En gros, dans la couche output, vous aurez votre réponse. Est-ce que l'animal en entrée, c'est un chien ou c'est un chat? C'est ça la couche output. Okay? Aujourd'hui, on va introduire un concept central, capital, lorsqu'on parle du réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle la forward propagation ou encore forward pass, comme vous allez le voir ailleurs. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement le mécanisme qui permet de faire quitter la donnée de cette couche d'input vers la couche output. La forward propagation, c'est le mécanisme par lequel, à partir de la couche d'input qui est juste ici, on va opérer plusieurs transformations pour pouvoir avoir les outputs. Donc, lorsqu'on parle de forward propagation, c'est le mécanisme qui permet de faire passer les données de l'input à l'output. Donc, on va dans ce sens. Quelles sont les transformations qui sont opérées pour aller d'ici à là? C'est ça qu'on appelle la forward propagation. Pour vous montrer comment ça marche, on va prendre un cas pratique en Python pour détailler étape par étape. Mais de façon visuelle, on a vu que dans un réseau, juste ici, en input, on a les inputs, il y a une opération mathématique qui s'opère pour pouvoir transformer les inputs en output. Notamment, on a parlé de fonction d'activation. On va donc coder ensemble en Python un exemple fictif pour montrer comment est-ce qu'on peut implémenter ce mécanisme de forward propagation, comment est-ce que les données peuvent quitter de l'input pour arriver à l'output. Ok, à chaque fois, il y a le poids et la notion de biais. Le poids, c'est comment est-ce qu'on combine des informations pour avoir la valeur finale, et le biais, c'est une valeur qu'on introduit au départ. Allons sur Google Colab pour réaliser le cas pratique de forward propagation. Pour montrer comment fonctionne la forward propagation, on va créer des données fictives. Imaginez qu'on souhaite en fait mettre en place un modèle mathématique qui permet de prédire si un client va rembourser son crédit ou pas. Donc 0 si le client ne rembourse pas et 1 si le client rembourse. Ok. Première étape, on va commencer par générer des données fictives. Pour générer des données, revenez ici sur Google Colab en même temps que moi. On va zoomer un peu pour que vous arriviez à voir. On va faire import Panda, NumPy plutôt, NumPy NP. NumPy, c'est quoi? C'est un package Python qui vous permet souvent de faire des calculs numériques. C'est un package très utilisé d'ailleurs. Il y a également Panda, import Panda ASPD, qui permet de travailler en fait sur des data frames, ok? En gros, des fichiers Excel comme ça. Imaginez un tableau Excel avec en ligne des individus, en colonne des variables. On importe des packages. On va donc commencer par générer des données. On va y mettre ici, générer des données simulées. Ici. On va supposer, lorsqu'on souhaite générer des données en Python, il faut toujours faire ce qu'on appelle fixer la graine en fait, de telle sorte que si moi je simule des données de mon côté, vous de votre côté vous aurez exactement les mêmes simulations parce qu'on a fixé la graine. Donc je vais ici faire np.random.seed. En gros c'est la fonction du package NumPy qui permet de fixer la graine. Donc je vais mettre ici par exemple ici 42. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Le plus important c'est que si nous on utilise le même chiffre, on aura le même résultat en fait. Donc voilà. Et je vais préciser en fait la taille de mon échantillon. Supposons qu'on veut travailler ici avec 10 individus uniquement. On va faire ici numSample pour dire la taille de l'échantillon égale à 10. On travaille avec 10 individus, j'exécute. Donc je viens de définir mes paramètres. Pour pouvoir prédire si un client va faire défaut ou pas, on a besoin de quoi? On a besoin par exemple de son âge. Je vais créer l'âge ici. Et l'âge, je vais générer également. Donc je vais faire ici np.random. Ok, .rand int.
C'est pour dire je génère des nombres aléatoires entiers. Parce que là, ce sont des nombres entiers. OK? Et là, je vais mettre de 18 ans minimum. Pour prendre crédit en banque, il faut avoir minimum 18 ans. Et le maximum, je peux mettre par exemple à 90 ans. Par exemple, il fait la taille size égale. En termes de size, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ici ça. Tac, je vais mettre ça. Ce sera la taille. Donc là, je viens de générer 10 âges aléatoirement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tac. Je viens de générer, vous voyez, un arrêt avec les âges 47, 55, 19, 81, etc. Donc j'ai généré l'âge. Je peux générer de la même manière le niveau de revenu, income. On va mettre ici income. On va faire np.random.randin. Supposons que c'est cette fois-ci en tac. On va mettre ici 20 000 de minimum et le maximum, ce sera 100 000. Ce sera par an, entre guillemets, et la size qui sera égale à num sample, num underscore sample, ok. On a notre income. On peut aussi générer, tac, vous allez voir le revenu qu'on vient de générer, ok, tac, j'exécute ça, voilà. Bon, je ne vous montre pas la suite, mais ce sera loan amount, le montant du crédit, égal à, on va récupérer ce qu'on a déjà créé ici. Supposons que le montant du crédit va de 5 000 euros à 100 000 euros aussi. Comme ça, ok. Et enfin, le nombre de comptes bancaires, ou bien par exemple, NB, num account, nombre de comptes, account, égal à, je vais mettre ça pareil. On va dire que c'est entre 1 et 10, peut-être le client, il a 1 jusqu'à 10 comptes bancaires dans notre entreprise. Donc, on vient de générer comme ça des données qu'on va utiliser pour mettre en place notre réseau de neurones. Ok. Une fois qu'on a ça, on aura besoin maintenant de créer une matrice avec l'ensemble des caractéristiques. Ok. Création des caractéristiques de l'entrée du réseau de neurones. Caractéristiques d'entrée. Voilà. Et là, il fait X. Également, je veux combiner l'ensemble des informations. np.column. N'essayez pas de retenir ces fonctions. Stack. Entre parenthèses, on va mettre quoi? On va mettre déjà l'âge. On va mettre l'income. On va mettre le montant du prêt. On va rajouter num amount. Num account. Voilà. Donc, si j'exécute ça, vous allez voir ce qui se passe. Ici, c'est NP. Si j'exécute ceci, et je me décale un peu pour que vous arriviez à mieux voir le texte. Voilà. Et je copie ça, je colle ici. Vous voyez, je viens de créer en fait un autre arrêt. Ici, vous avez l'âge. Ici, vous avez le montant du prêt. Là, c'est le revenu, pardon. Ici, le montant du prêt. Et là, le numéro de compte, le nombre de comptes. On peut vouloir transposer cela pour mieux l'utiliser. Pour transposer, il faut faire un T. En gros, on aura plutôt ici, en ligne, l'âge. Ensuite, je vous montre, tac, si je transpose, vous voyez, l'âge est comme ceci. Ensuite, l'income. Ensuite, ça me permet en fait de mettre ces informations dans le réseau de neurones où on aura chaque colonne sur une seule ligne. Ok. Là, on a nos données. On vient de définir les données. On ne va pas créer la variable y ici. L'important, c'est de créer notre forward propagation dans un réseau de neurones. On va commencer par définir les fonctions d'activation. Pour l'instant, pour créer ce réseau de neurones, on va considérer qu'il y a une seule couche. Donc, il y a une couche d'input, une couche cachée et une couche de prédiction. Donc, il y en a 3. Input, couche cachée et prédiction. Nous avons nos données d'entrée. Maintenant, on va définir notre réseau de neurones. Ici, on va considérer un réseau de neurones avec une seule couche cachée pour comprendre le mécanisme de forward propagation. Regardez ici. Donc ici, on a nos entrées. Ça, ce sont les X qu'on a créés ici. Vous avez vu, c'est l'âge, le niveau de revenu, le montant du prêt, le nombre de comptes. C'est ça, en fait, les X, premier élément ici. Maintenant, comment est-ce qu'on définit cette couche cachée? Forward propagation, c'est comment est-ce que l'information quitte de la couche d'entrée vers la couche de sortie. Okay? Il y a des opérations mathématiques qui sont effectuées pour avoir le résultat final. N'ayez pas peur, on va le faire en Python. J'ai mis l'ensemble des étapes ici. On va calculer les informations de la couche cachée, première couche cachée. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement W1, vous allez le voir, ce sont les poids associés à chaque neurone. Ça, le rond-ci, c'est un neurone. Donc, chaque neurone aura un poids. À partir d'une
combinaison linéaire, on aura la valeur ici et la valeur là. Vous voyez? Donc, c'est ce que je matérialise ici. Le poids fois les x. Les x, c'est nos données de départ. Plus un B1 qu'on appelle souvent le biais. Un biais, c'est une valeur aléatoire qu'on introduit dans les réseaux de neurones pour pouvoir avoir un modèle performant, entre guillemets. On va appliquer ce qu'on appelle la fonction d'activation, notamment ReLU ici, que j'ai définie ici, n'ayez pas peur des mathématiques. Ensuite, la couche de sortie, ce sera encore quoi? Une autre combinaison de quoi? Ça, c'est ce qu'on a après la première couche cachée. La couche de sortie récupère les informations de la première couche cachée, réalise des pondérations, on ajoute un autre biais et on applique une transformation sigmoïde pour avoir la prédiction finale. Voyons comment ça se passe. Ensuite, on prédit. OK, comment ça marche? Commençons d'abord par définir les deux fonctions d'activation dont on aura besoin. La sigmoïde et la fonction ReLU dont je parlais. Ça permet d'introduire une sorte de non-linéarité pour pouvoir justement donner la possibilité d'analyser les relations complexes. Donc, on va commencer par définir premièrement la fonction ReLU. Comment ça marche? On va mettre ici un nouveau code sur notre Google Colab. On va écrire def en Python pour définir une fonction, c'est ça. ReLU, c'est le nom de la fonction. Entre parenthèses, le paramètre. Ça prend un paramètre, un x qui est une matrice de données, comme ça. Et on va dire return, ça va nous retourner le résultat np numpy.maximum entre 0 et x. Ça, c'est la fonction ReLU en fait, dans les réseaux de neurones. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, je tape ici, fonction d'activation. Fonction d'activation ReLU. Rectify Linear Unit. OK. J'ai ma première fonction d'activation. Ça va me permettre de déterminer la première couche cachée qui est là. Vous avez vu dans l'équation, c'est ça ici. Une fois que j'ai la première fonction d'activation, je dois créer la seconde sigmoïde. La sigmoïde, c'est quoi? En Python, vous allez faire fonction d'activation sigmoïde. Comment ça marche en Python? Vous faites def, OK, sigmoïde, super, on met un x. Qu'est-ce que je mets par la suite? Voilà, parfait. Et on va faire return. Qu'est-ce qu'on retourne? 1 sur 1 plus np.exponentielle de moins x. Voici la sigmoïde. Deuxième fonction d'activation, on l'a. On a, à quoi ça va nous servir, vous voyez ici. Pour la couche de sortie, on calcule ça et ensuite, à partir de la sigmoïde, on a la couche de sortie qui est la couche de prédiction. OK? Une fois qu'on a les fonctions d'activation, on aura besoin de quoi d'autre? On aura besoin ici déjà de W1, B1 et aussi on aura besoin de W2, B2. En général, dans les réseaux de neurones, lorsqu'on commence l'algorithme, on va initialiser des valeurs au hasard en fait. C'est comme ça que ça marche. On va commencer par des valeurs complètement aléatoires. C'est ça la forward propagation. Et c'est ce qu'on va faire. Dans la première étape, je définis les valeurs W1, W2, B1 et B2 de façon complètement aléatoire. Donc, on fixe tout la graine random. Vous vous rappelez random.seed, comme ça. 42, voilà. Ensuite, W1, ce sera quoi? Ce sera np.random. .rand pour avoir un nombre aléatoire. Il faut que je définisse en fait, vous voyez ici, sur le réseau de neurones, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin du nombre de neurones. Ici, j'en ai 5. Il faut que je définisse le nombre de neurones qui est dans ma couche cachée. Et c'est ce que je vais définir de façon aléatoire ici. On verra comment on l'optimiser plus tard. Mais pour l'instant, définissons ensemble le nombre de neurones. OK? Nombre de neurones. Comme ça. La taille. Je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça tac. Je vais appeler ça hidden size. Donc, le nombre de neurones de ma couche cachée. Et là, je vais mettre par défaut 5. J'ai choisi quelque chose comme ça. Donc, et là, je vais choisir une taille. Les poids sera hidden underscore size. Donc, les couches cachées. Et là, ce sera hidden size. Et je dois récupérer la taille de mes inputs. Mes inputs, ce sera input underscore size. La taille de mes inputs était de 10. OK. Je veux un nombre aléatoire comme ceci. Il ne connaît pas quoi. Input size. Ici, on va mettre input size. Input underscore size égale à 10. OK. Dans les 10, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre d'observations que j'ai généré. Et là, je mets hidden size comme ça. Voilà. Donc, j'ajoute la taille, le nombre de neurones que je souhaite avoir.
Il faut maintenant que je rajoute également la taille de mes x. C'est quoi la taille de mes x? Comment je fais pour avoir ça? Je fais input size, quantité des x, égale à x.shape de 0 pour avoir la taille des x. Tac. Qu'est-ce que ça me donne? Normalement, on a 4 variables, donc ça doit me donner 4. Juste là, tac. Je copie ça, je mets là. Vous voyez, ça me donne 4. Donc c'est ça. Je veux un vecteur de taille 10 et 4. C'est ça que je fais ici. C'est ça les poids que je fais ici. Je mets input size. Tout super. Donc vous avez les poids qui ont été générés de façon aléatoire. Au départ, on fixe les poids comme ça de façon aléatoire avec la bonne dimension. On a notre W1. Pareil, on doit définir également B1, le biais de départ. Ce sera quoi? np.random. Ceci aléatoire. .rand. Et cette fois-ci, c'est dimension 1. Vous voyez? Ici, on a un seul élément s'il revient sur l'équation-ci. Le B, il y a un seul élément dans B. On ne maîtrise pas. Donc, c'est ici, c'est une seule dimension. Raison pour laquelle, juste là, à ce niveau, je vais rajouter height and size, la taille de ma population. Et là, du nombre de neurones, pardon. Et là, je mets 1. Donc, de façon aléatoire aussi, je mets un biais dans mon neurone. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Tac. Voici le biais que j'ai introduit de façon aléatoire. J'ai défini W1 et B1. Maintenant, il faut que je définisse également, juste là, vous voyez, W2 et B2. Comment est-ce qu'on définit W2? W2, juste là. W2 sera égal à quoi? np.random.rand. Et cette fois-ci, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la taille de ma sortie. Donc ici, je vais mettre output size, comme ça. Et output size égale à quoi? Output size égale à 1, parce que c'est la taille du neurone de sortie. On veut prédire une seule valeur. Et là, je vais mettre ici hidden size. C'est la taille, en fait, du nombre de neurones de la couche précédente. C'est cette valeur-là, ici, que j'ai mis ici. OK? Ça, c'est W2. Je peux définir également B2, cette fois-ci. B2, comme on a une seule valeur, c'est égal à np.random.rand. Output size. Et là, je mets 1. Donc, on doit les définir de façon aléatoire, les poids et le biais. Une fois que vous avez cela, vous appliquez les fonctions que j'ai mis ici et vous arrivez à avoir votre réseau de neurones forward. Donc, on va commencer par définir ceci. Le Z1, c'est quoi? C'est juste la combinaison linéaire de ceci. W1 fois X. Ah, je fais ça, OK. Donc, on est où? Tac, 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 ici. W1 fois X plus B1. C'est ça Z1. Donc, on va créer notre Z1 ici. C'est ça la forward propagation. C'est comment est-ce que on apporte. Donc, on va faire forward pass ici. On va faire Z1 égale, pour faire le produit matriciel en Python, c'est np.dot W1 X plus B1. B1, c'est le bien. C'est exactement l'équation qu'on avait plus haut. Vous allez voir quoi ressemble Z1. Donc, Z1, c'est la combinaison linéaire. Tac. Le Z1 qu'on a juste là, c'est cette valeur-ci. C'est cette combinaison linéaire qui est à l'intérieur. Maintenant, pour appliquer la fonction d'activation, pour introduire la non-linéarité, on va calculer donc A1, ici, qui sera égal à ReLU, qu'on a défini, de Z1. OK? Et ça, voici les éléments qu'on a dans la première couche cachée. Donc, après la première couche cachée, le X va se transformer en 1. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'après la première couche cachée, nos X, nos inputs se transforment en A1. OK? Une fois que les X se sont transformés en A1 après cette première couche cachée, la première couche cachée va également réaliser des opérations, va transmettre ces informations à la dernière couche qui va aussi à son tour réaliser les opérations. D'où le calcul de Z2 qui est le produit que j'ai mis ici. Donc Z2, cette fois-ci, c'est quoi? Tac, je rajoute juste là un plus. On va mettre Z2 égale np.dot W2 A1. C'est ce qu'on avait. Et là, on va rajouter plus B2. Ça, c'est notre Z2. Là, on a fait la combinaison linéaire. OK? On a fait la combinaison linéaire.
Il faut maintenant rajouter la transformation, la fonction d'activation, d'où le calcul de A2 que j'ai défini ici. Donc Z2, on l'a déjà calculé. Z2, c'était ça. Z2, comment est-ce qu'on le définit ici? Z2, c'est ça qu'on a calculé. Maintenant, on va calculer ça avec la fonction sigmoïde qu'on a définie ici. OK? Donc ici, on va rajouter A2 qui sont égales à quoi? Qui est égale à sigmoïde de Z2. Voilà. Et si j'applique, vous allez voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc, voici le résultat de la dernière couche cachée. On a des 1 partout. Ce sont des données simulées. Et à partir de ça, et en fonction de la probabilité, on peut prédire si le client va rembourser son crédit ou pas. Donc, voilà comment est-ce qu'on réalise la forward propagation. On commence par initialiser les poids. On initialise le biais. Et après, on réalise des opérations mathématiques pour pouvoir avoir la valeur finale. Vous allez certainement me dire, OK, on a initialisé les poids aléatoirement. Peut-être les prédictions qu'on a obtenues ne sont pas bonnes. Raison pour laquelle dans les réseaux de neurones, on a un deuxième mécanisme qu'on appelle la rétropropagation. Donc dans la forward propagation, on met une valeur aléatoire au début et on calcule les éléments au fur et à mesure pour avoir la prédiction. La prédiction en général n'est pas bonne. Ce qui se passe dans les réseaux de neurones, c'est qu'il va essayer de mettre à jour les poids. Dans la forward propagation, on ne va plus partir du début. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer cette fois-ci à partir du début. Ça, c'est la forward propagation. On commence à partir du début, on transmet l'information, on a une prédiction. Les poids, le biais, c'est aléatoire. Une fois que c'est bon, les réseaux de neurones vont faire ce qu'on appelle la backward propagation. Cette fois-ci, partir à partir d'ici, changer les poids, ajouter les poids et refaire le processus jusqu'à ce qu'on ait des prédictions optimales. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous comment justement on peut mettre en place une backward propagation. Comment est-ce qu'on arrive à trouver les poids adaptés avec la technique de backward propagation. C'est ce qu'on verra dans la vidéo du jeu 5. Pour l'instant, dites-moi en commentaire qu'avez-vous retenu de la forward propagation. Ça me permet de voir si vous suivez effectivement le challenge. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.